Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 4 octobre, on s'intéresse aux amours compliqués de la région, notamment le départ de la commune de Prangin du concept du RDU et la possibilité pour la commune de Rolle de quitter le conseil régional. On parlera également mobilité et on reviendra en images sur la des Alpes de Saint-Sergue. Pour commencer, petit détour sur les rives du lac où les berges du lac sont sous la loupe. En effet, le programme L'accès aux rives du lac pour tous vise à adoucir le débat houleux entre les droits des propriétaires des maisons riveraines et ceux des citoyens voulant accéder aux rives. À Nyon, le conseil communal vient d'envoyer un signal fort en acceptant d'allouer un budget supplémentaire pour l'étude de réalisation d'un tel sentier. Un sujet signé Florian Cavalieri. Lundi soir, le conseil communal nyonnais a octroyé un crédit de 920 000 francs à l'exécutif pour le lancement de mandats d'études parallèles dans le cadre de la mise en œuvre du concept d'évolution des rives. Ce concept comprend plusieurs études finalement d'aménagement des rives du lac de Nyon, depuis la Grande Jetée jusqu'à Collovray. C'est un projet divisé en 6 secteurs, dont 3 avaient été priorisés dans le préavis municipal. Par 60 oui, 13 non et 2 abstentions, ce même conseil a aussi accepté un amendement au préavis. On étudiera donc aussi la réalisation d'un chemin piétonnier continu allant de la plage à la piscine. L'amendement proposé est d'augmenter de moins de 10% le budget, l'enveloppe totale pour toutes les études pour étudier l'aménagement de ce territoire. Cette dernière portion d'étude a été ajoutée suite à un postulat intitulé « De la Grande Jetée à Collovray en cheminant au bord de l'eau ». Pour l'heure, une trentaine de mètres de rives sont en main privée. Les partisans du projet comptent bien sur la loi sur le marchepied pour le voir réalisé. Oui, c'est vrai. Là, je pense que c'est un signal fort que donne le conseil communal en disant non, nous voulons étudier la possibilité de le faire sur notre commune et rendre aux Nyonnais la portion du lac qui est sur notre commune et sur leur commune. Obtenir l'autorisation bienveillante ou forcée des propriétaires pour se balader au bord de l'eau en passant à travers leur domaine, cela prend juridiquement du temps. Pourtant, en 2016, l'auteur du postulat était plutôt optimiste. Il y a un projet de centre sportif à Collovray. Idéalement, on aimerait que le jour où on inaugure le centre sportif de Collovray, on puisse y accéder par la rive du lac, ce qui est quand même, vous l'admettrez, la plus belle manière d'y accéder. En ville, les Nyonnais sont de plus en plus nombreux à privilégier le transport public. Le trafic automobile, lui, stagne. C'est en tout cas ce que démontrent les chiffres de la 3e campagne de comptage sur la mobilité menée tous les 5 ans. Un sujet signé Florian Cavalieri. Premier constat, le trafic automobile reste stable, comme en 2007, et malgré la croissance du nombre d'habitants et d'emplois, 90 000 véhicules entrent et sortent de la ville par jour. La volonté de la municipalité est de sélectionner quelque part les usagers qu'on veut voir sur nos routes. C'est-à-dire qu'on a envie de libérer notre réseau pour les citoyens nyonnais qui, au long de leur journée, doivent emmener leurs enfants à l'école, à des activités, se rendre chez le médecin ou autres. Les artisans qui doivent pouvoir disposer du réseau toute la journée, mais par contre de maintenir le plus possible les pendulaires en dehors de notre réseau en les captant le plus vite possible, soit par les transports publics, soit par des P+R. Second constat, les déplacements à pied et en vélo sont en augmentation et le nombre d'usagers utilisant les transports publics progresse lui aussi. Cette progression s'explique, selon les auteurs de l'étude, par le passage au quart d'heure des bus urbains en 2014. Oui, alors là, on peut dire effectivement que l'offre a créé la demande. La mise en place du bus au quart d'heure fonctionne très bien. De plus en plus d'usagers chaque année dans les bus, tant urbains que suburbains. Donc ça nous montre bien que ça fait partie des mesures que nous devons encourager et développer. La maxime tourne comme un mantra. La mobilité est de plus en plus multimodale. Tout l'enjeu des déplacements se joue désormais sur le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est celui où quand vous arrivez à la gare de Nyon, par exemple en train, et que vous devez aller travailler
à certaines limites de la commune, comment vous rendre de la gare à cet endroit-là. Effectivement, le développement du réseau de transport public participe fortement à ces déplacements-là, mais aussi les vélos en libre service, éventuellement des voitures de mobility. Et pour convaincre l'usager d'être plus efficient et éco-responsable lorsqu'il choisit son mode de déplacement, il faut lui simplifier la vie. Cela peut par exemple passer par une application qui regrouperait tous les moyens de transport. Une application qui vous dira si je pars de Bernay à Genève et que je veux me rendre dans une entreprise aux abords de la ville de Nyon, voilà, quels sont les transports que je dois utiliser et les horaires et autres. Nyon grandit, près de 28 000 habitants sont annoncés dès 2030 et les infrastructures routières vont évoluer. C'est par exemple le cas de la bretelle d'autoroute qui va être reconstruite, facilitant ainsi l'accès à la ville. De grands enjeux pour nous, notamment sur comment ensuite on disperse les automobilistes sur notre réseau. Et dans ce cadre-là, effectivement, le besoin de la route de distribution urbaine qui est patent. Grâce à ces 10 années d'expérience sur l'observation des déplacements à Nyon, les autorités vont pouvoir plancher sur ceux des 10 prochaines années. Cela va passer par un nouveau concept de mobilité urbaine. Il devrait arriver avant la fin de la législature. En bref, pas de changement pour l'édition 2019 du Paléo Festival. Le chantier du dépôt de la compagnie du chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Moret débutera au printemps prochain. Toutes les explications au micro de Rodolphe Henner. Non, la transformation de Paléo, ce ne sera pas pour l'édition 2019. Alors que les organisateurs pensaient devoir déplacer les scènes et les stands pour permettre au dépôt du Nyon-Saint-Cergue de se construire, les travaux du Petit Train Rouge ne débuteront finalement pas avant le printemps prochain. Surtout, ils n'impacteront pas l'organisation actuelle du festival. Le grand changement à Paléo aura donc lieu en 2020. D'ici là, préparez-vous pour la prochaine édition. Gland passera aussi à la caisse alors qu'elle prévoyait de passer entre les gouttes de la péréquation et des pertes liées à la RIE 3. La municipalité glandoise vient de recevoir une facture péréquative de 6 millions supplémentaires de la part du canton. Comme dans d'autres communes, la situation est difficile à gérer. On en parle avec vous, Gilles Davoine, municipal en charge des finances. Bonjour. Bonjour. Une facture péréquative donc de 6 millions. Comment ces 6 millions vont impacter le budget 2019 ? Alors, tout d'abord, si vous permettez une toute petite précision, c'est heureusement pas encore une facture qu'on a reçue, ce sont les acomptes prévisionnels. Heureusement, parce que dans le budget, ça veut dire que sur certains éléments, on peut encore un petit peu jouer dessus. Alors après, effectivement, l'impact, il est énorme, puisque 6 millions de plus au niveau de la péréquation, ça représente quasi 10% du budget de la ville de Gland, puisque le budget de la ville est de 65 millions. Donc passer, comme on a fait, d'environ 13 millions à 19 millions, c'est un problème, mais surtout la problématique, je pense, la plus importante dans cette histoire, c'est l'absence de prévisibilité totale et puis surtout un timing qui est totalement délirant, puisqu'on reçoit ces éléments-là qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas même calculer à l'avance, puisque ça dépend de tout. On ne peut pas les prévoir, mais pourtant, on peut quand même imaginer les mettre dans le budget, avoir conscience. Enfin, toutes les communes ont cette épée de Damoclès sur la tête. Pourquoi est-ce qu'à Gland, on n'y a pas pensé ? Alors, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'on est obligé de faire en fonction des simulations du canton, puisque la péréquation dépend de l'ensemble des communes du canton. Donc, ce sont des chiffres qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir et qui arrivent avec les comptes des communes qui sont donc produits en général au conseil communal, comme pour Gland, du mois de juin. Et puis, c'est à partir de là seulement que les calculs peuvent se faire par le canton, finalement, et arriver à fin septembre à peu près, ils sont au bout de leurs calculs, parce qu'en plus, c'est extrêmement compliqué et quasiment incompréhensible. Et donc, on arrive à la fin du mois de septembre, à un moment où on a déjà notre arrêté d'imposition qui a dû être donné au conseil communal, on a déjà bouclé quasiment notre budget, parce que les services travaillent, j'ai 1500 lignes de budget pour la ville de Gland, donc les services évidemment travaillent depuis longtemps, et c'est à ce moment-là seulement que tout à coup on apprend ça, sachant que jusqu'à présent, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la ville de Gland, le canton nous avait dit que grosso modo on devait payer 400 000 francs de moins. Ça, c'était les simulations jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que ça change tout à coup ? Alors, de très très nombreux paramètres.
qui sont... Alors, quand on parle péréquation globale, hein, dedans, il y a la réforme policière, il y a la péréquation directe et puis la facture sociale. Alors, la facture sociale ne cesse d'enfler. Péréquation directe, alors ça, c'est le point qui fait mal, puisque pour Gland, là, c'est 103,5% d'augmentation cette année. Et c'est là que le bas blesse passablement aussi, c'est de dire que finalement, c'est un peu le jeu des marmottes qui sortent, puis vous tapez avec le marteau dessus. Dès qu'on a le point d'impôt qui augmente un tout petit peu, c'est vrai qu'à Gland, on a réussi à ce que notre point d'impôt augmente un peu. Non, mais c'est des belles images, ces images de la marmotte. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les impôts? Est-ce qu'on peut imaginer, comme à Nyon, une hausse d'impôt, 4 points d'impôt supplémentaires? À Gland, qu'est-ce qu'il en est? À Nyon, c'était en raison de la RIE3, et la RIE3, elle était prévisible. Et nous avons, pour cette raison, parce que la RIE3 nous touchait moins, décidé de ne pas augmenter les impôts, puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'arrêté d'imposition, je dois le faire, parce que les délais sont aussi fixés par le canton comme cela. Je devais le soumettre au conseil communal. Il sera voté au prochain conseil communal ce jeudi, aujourd'hui. Mais je devais le soumettre, évidemment, un mois à l'avance. Et à ce moment-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que pouvait être la péréquation. Au contraire, d'après les simulations du canton, j'étais gagnant de 400 000 francs. À Lausanne, le discours des communes, les communes, elles sont prises totalement indifférentes, car elles sont considérées comme des riches pleurant la bouche pleine. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne technique pour se faire entendre? Quelle technique? Celle justement d'aller pleurer auprès du canton, la situation. Alors moi, en l'occurrence, je ne veux pas du tout pleurer auprès du canton, je dis juste que c'est totalement ridicule, le timing. Et ça concerne tant les communes dites riches que finalement les communes qui recevraient de la péréquation. Quand vous devez faire votre budget, que vous n'ayez les éléments pour faire votre budget qu'à un moment où il est bouclé, c'est de toute façon ridicule. Dans le privé... Quelle serait la solution ? Soit on trouve un moyen, une péréquation plus simple qui permet de faire en sorte qu'on ait ces résultats plus rapidement, une fois que les comptes, soit on décide de le faire sur l'année d'avant, de manière à avoir suffisamment tôt cette solution de péréquation, ces données de péréquation, et puis qu'on puisse s'y préparer. Mais avec ce timing-là, vous êtes dans l'économie privée, vous êtes dans le privé, vous avez quelqu'un qui vient avec ce timing-là, je pense qu'il ne passe même pas son temps d'essai, vous l'avez viré avant. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est le premier problème. Ça, je pense que ça concerne toutes les communes, que même si on doit recevoir de l'argent, ne pas savoir combien on va recevoir, donc de ne pas savoir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au budget, c'est tout aussi ridicule que finalement de se retrouver avec quasi 10% du budget en plus pour la péréquation. Concrètement, les prochaines étapes, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors concrètement, pour l'instant, on essaye de plus en plus, on a vu aussi avec l'Assemblée des syndics, on essaye de plus en plus de se faire entendre, et que certaines communes veulent dire à leur conseil communal de refuser les lignes liées à la péréquation. Ça posera un problème au canton, parce qu'effectivement, si le conseil communal a refusé, la commune ne peut pas payer, et puis ça posera des questions. Donc je pense que de plus en plus, il va falloir mettre une pression supplémentaire sur un canton qui affiche quand même un budget de 120 500 francs sur des milliards de budget. C'est donc totalement bricolé, ça c'est sûr. Il y aura donc des dizaines, centaines de millions de bénéfices. Tout ça pour, même sur la RIE3, ne donner que 50 millions. On pourrait venir à serrer la ceinture ? Alors Gland, sur le budget là, un budget déficitaire, ça ne va pas énormément changer. Le but, évidemment, ce n'est pas d'avoir un budget à l'équilibre du coût, mais d'avoir une marge d'autofinancement à l'équilibre. Donc ça veut dire notre trésorerie, notre cash flow sera toujours positif. Et c'est ça qui, à l'arrivée, est important. Donc on ne sait pas une catastrophe non plus. Mais c'est pour ça que je ne viens pas, comme vous le disiez avant, pleurer pour cela. Je pense qu'il n'y a pas de quoi. Mais disons que je viens dire qu'il y a un vrai problème. Et d'abord sur une question de timing, plus que sur le côté. Je suis d'accord avec ce que dit notamment Daniel Rossella sur le problème de péréquation qui n'est qu'une péréquation des ressources. On devrait aussi penser à une péréquation des investissements parce qu'on a beaucoup de monde. Donc effectivement, on a peut-être un peu plus d'argent, mais du coup, on doit faire beaucoup d'investissements. Donc ce problème, il se pose aussi. Mais là, d'abord, et le problème de Gland cette année notamment, c'est qu'on nous dit, vous allez avoir 400 000 francs, on a moins 6 millions, alors que ça arrive à un moment où on peut quasiment plus changer. On peut faire des amendements, mais on peut quasiment plus changer un arrêté d'imposition qu'on a déjà donné. Et puis, on est déjà bien trop tard pour prévoir dans le budget quelque chose qui pourrait vraiment corriger ce tir. Gilles Davoine, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. La commune de Prangin renonce à participer au concept RDU, route de distribution urbaine, qui devrait relier Prangin à celui des Ains en passant par Nyon. Une perte qui met à mal un projet initié il y a plus de 10 ans. Cette thématique sera notamment reprise dans notre débat du jour en compagnie de Nasrat Latif et ses deux invités, François Briand, syndic de Prangin, et Dominique Ella Christin, municipal en charge de l'urbanisme à Prangin. La nouvelle est tombée vendredi. Prangin décide d'abandonner le concept RDU.
la route de distribution urbaine. Prangin déclare ainsi favoriser une urbanisation plus harmonieuse et la préservation de ses terres agricoles. La commune de Prangin s'est déterminée en fonction du changement de paradigme très important qui a eu lieu avec la loi sur l'aménagement du territoire que le peuple vaudois a plébiscité en 2014. La loi sur l'aménagement du territoire limite drastiquement le développement des communes et demande de fait à ce que les communes se développent vers l'intérieur, c'est-à-dire au sein du tissu urbanisé. Désormais, Prangin va se concentrer sur son grand projet immobilier, un tout nouveau quartier appelé Entre deux chemins. Logements et commerces seront construits sur des parcelles situées à côté du centre de production de GSK. Entre deux chemins qui avance bien et qui, comme la population a pu le constater lors d'une présentation au public il y a de ça quelques années, en 2014-2015, eh bien, est un projet qui va permettre d'accueillir dans des conditions qualitatives vraiment importantes et qui respectent le patrimoine finalement pranginois, environ 620 personnes dans le futur. La RDU, une artère routière qui devait relier les communes d'Aisin, Nyons et Prangin, traversait le district d'est en ouest. Une toute nouvelle route à construire en bonne partie au nord de la route de l'Etra pour la partie pranginoise du tracé qui empiétait sur des terrains de l'agroscope. Et là, en enlevant finalement la problématique de relocalisation des activités de recherche d'agroscope sur ces terrains, il fallait retrouver d'autres terrains d'échange, en enlevant cette épine du pied d'agroscope, nous augmentons, je l'espère, les chances qu'Agroscope souhaite rester dans notre région. 12 ans d'études n'auront pas suffi à séduire Prangin sur l'essence même du projet, alors que cette route était notamment prévue pour désengorger du trafic Nyons. Mais pas question que cette décision fâche les deux communes voisines. Aucunement. Je crois, vous savez, en politique, l'essentiel, c'est de prendre des décisions. Les liens et le dialogue avec les communes voisines ne vont pas être rompus, du moins je l'espère. On collabore depuis plus de 10 ans sur différents dossiers. Cela va continuer, mais je crois qu'il faut respecter. Nos systèmes politiques est ainsi fait que chaque commune a une autonomie pour prendre des décisions qui sont effectivement très importante. Vu de Nyons, cette décision est donc une très mauvaise nouvelle qui méritait bien une communication lors du dernier conseil communal. Car l'entier du projet est estimé à un peu moins de 100 millions de francs par Prangin, 53 millions sur la partie nyonnaise du tronçon, selon le syndic de la ville-centre du district. Évidemment, on respecte la décision de notre voisine, estimée voisine, qui a le droit de changer d'avis, même après 12 ans d'études. Le projet total, 80 millions, tel qu'il est imaginé aujourd'hui, qu'il était imaginé. Et puis le tronçon de Gravette jusqu'à la route de Duyé, 53 millions, dont une bonne partie aurait été prise en charge par le canton dans le cadre du projet tel qu'il existait jusqu'à peu. Dans un communiqué, Région de Nyons relève que depuis 2006, 2 millions de francs ont déjà été dépensés en études. L'association de communes souhaite désormais vouloir évaluer avec les partenaires du projet les conséquences de ce retrait. La rumeur bruissait depuis longtemps, elle est désormais avérée. Des élus rolois demandent à leur municipalité l'intérêt de rester auprès de la région de Nyons. Un postulat a été déposé mardi soir. L'exécutif s'est engagé à y répondre d'ici le mois de février 2019. Les explications au micro de Rodolphe Henner. Alors que la rumeur d'une volonté de quitter l'instance régionale bruissait dans les coulisses de la vie politique roloise depuis des mois, voilà qu'une première salve a été tirée mardi soir. Une première attaque qui prend la forme d'un postulat demandant des éclaircissements sur les activités concrètes du Conseil régional. Il s'agit simplement d'un postulat qui vise à lister les avantages et les inconvénients. On ne parle pas encore de sortie du conseil régional, mais simplement d'ouvrir une discussion. C'est plutôt un point de départ d'ouverture d'une discussion plus qu'autre chose, quoi. Ça traduit un sentiment qui existe depuis quand même quelques temps, où des doutes s'installent, des bruits s'ébruitent. Et je dirais qu'il est temps qu'on mette ça une fois en discussion, pour qu'on soit rassurés les uns les autres sur notre participation au conseil régional et puis qu'on close cette discussion
qui de toute façon devrait avoir lieu avec déjà les statuts du district. En cause l'utilité même de la structure intercommunale à l'heure où les agglomérations font leur trou. Depuis que le conseil régional existe, il y a eu quand même de nombreuses associations qui se sont créées, notamment une qui s'appelle le Grand Genève et qui concerne la latte. Et on se demande si, avec cette nouvelle association, le conseil régional est toujours un atout pour nous. Autre crainte, le conseil régional en ferait trop et dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse rester dans le conseil régional parce que je pense que c'est fondamental au niveau des transports publics et de l'aménagement du territoire. Mais pour qu'on puisse rester, il faut que le comité du conseil régional voit vraiment la voilure à la baisse. Reste à savoir si la menace est bel et bien réelle. Si Chézeret a pu le quitter, si Prangin le quitte, je ne vois pas pourquoi Rolle, qui est une commune périphérique, ne pourrait pas le quitter. Par contre, je reconnais qu'on perdrait certains services qui sont de qualité, ou alors il faudrait les renégocier, un peu comme la Suisse avec l'Union européenne. Des bilatérales. Des bilatérales, je sais que c'est compliqué. Enfin, devant son conseil, la municipalité de Rolle s'est engagée à répondre au postulat d'ici au mois de février 2019, ce qui n'a pas l'air d'emballer une municipalité toute accaparée par son prochain budget de fonctionnement déficitaire. Oui, il y a les fêtes avant, il y a le budget qui est un sujet plus important que le conseil régional, à mes yeux en tous les cas. Donc on va répondre surtout sur le fait que finalement la question est basique, c'est avantages et inconvénients. À 24 ans, il porte déjà plusieurs casquettes, coprésident du Conseil des jeunes du district de Nyon, mais aussi conseiller intercommunal au Conseil régional pour le village de Longirou. Depuis le 23 septembre, il est à présent élu coprésident de la Fédération suisse des parlements des jeunes. Ça en fait une belle liste. Damien Richard, bonjour. Bonjour. Vous ne craignez donc pas le surmenage ? Non, je fais en sorte que j'ai toujours du temps quand même à moi, etc. Mais je préfère pouvoir m'engager encore le plus possible. Donc un nouvel engagement du côté de la Fédération suisse des parlements des jeunes. Alors je cite, c'est dit que c'est un centre de compétences politiquement neutre dans le domaine de la formation et de la participation politique des jeunes et des jeunes adultes. Mais concrètement, Damien Richard, qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors concrètement, c'est juste que je passe... avant, j'étais déjà au comité donc, de direction. Donc maintenant, je passe à la direction de ce comité donc pour gérer les séances, etc. Ouais, mais quel est l'objectif de ce comité ? Donc lui, c'est de faire tout ce qui est la planification au niveau stratégique donc de la Fédération suisse des parlements de jeunes, la proposer, etc. en aval avec les membres. Et les membres sont tous les parlements de jeunes de Suisse qui sont membres de la Fédération suisse des parlements de jeunes. Donc environ 52 membres actuels. Quels sont les projets qui sont justement en cours actuellement ? Alors actuellement, on a trois grands... quatre domaines grands. Donc il y a le domaine UPA, qui est au niveau de tout ce qui est les parlements des jeunes. On a le projet Engage.ch, qui est au niveau de la participation à différentes votations au niveau national, communal, etc., pour tout ce qui est l'engagement vraiment citoyen. On a la partie tout ce qui est Easy Vote, qui est vraiment encourager les jeunes à voter et les lier le plus possible sur les votations. Et après, on a maintenant aussi le domaine fondement de la participation politique, qui est aussi au niveau recherche, etc., sur la conceptualisation et différentes choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous du côté des jeunes ? Est-ce que c'est justement cet engagement politique ? Je pense qu'une des choses souvent qu'on nous reproche comme ça, ou que je me rends compte en discutant avec les amis, c'est de réussir à dépeindre le mot politique. Alors qu'en réalité, on fait de la politique tous les jours, dès qu'on discute ou qu'on échange par rapport à un sujet, et qu'on échange des avis, c'est de la politique, et ça ne doit pas être vu négativement. Je pense que c'est ça souvent qui est le plus dur. Et puis, de ça, on découle que ce soit la participation politique, que ce soit l'engagement citoyen, que ce soit les votations, etc., de mon point de vue. Du 17 au 19 septembre, vous avez également siégé à la 2e conférence internationale des jeunes francophones à Genève. Quel bilan est-ce que vous faites de cette séance ? Alors, de cette conférence des 3 jours, j'en sors vraiment un très bon bilan par rapport à la déclaration qu'on a pu rédiger, si on veut dire, à la fin. On a fait plusieurs versions, chaque fois on a échangé dessus, on a débattu dessus. Vous avez même ajouté un 4e volet à cette déclaration, je crois, pour sensibiliser à l'écologie. Exactement. Et là, qu'est-ce que c'est exactement ? Il y avait 3 volets qui étaient proposés, puis après, avec plusieurs jeunes, etc., il y avait vraiment une majorité qui disait on doit vraiment créer un chapitre par rapport à l'écologie. Et donc, dedans, on a pu mettre différentes choses par rapport au recyclage, par rapport à la gestion des ressources durables et non durables, etc. Vraiment, on montre que la jeunesse est engagée là-dessus. Et c'est pas seulement... un thème qui est... Ça peut paraître surprenant parce qu'on a toujours l'habitude de penser que les jeunes, on s'en fout, la lumière allumée, les robinets coulent. Comment est-ce qu'elle s'engage, cette jeunesse, par rapport à l'écologie ?
Je pense que la jeunesse s'engage de plus en plus, presque tous les jours, parce que de plus en plus tous les jeunes sont gentiment sensibilisés, que ce soit rien que même à l'école obligatoire, on apprend tout d'un coup à couper l'eau quand on se brosse les dents, c'est tout con, mais la jeunesse, elle est informée là-dessus, que ce soit au niveau des tris, etc. Et elle peut s'engager encore plus, à mon avis, dans tout ce qui est le transport au niveau de la mobilité, comment elle se déplace, comment elle consomme, et aussi se sensibiliser sur qu'est-ce que j'achète et où je l'achète. Damien Richard, j'aimerais également vous faire réagir sur les affaires régionales, notamment par rapport au retrait potentiel de rôle du Conseil régional. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir une réflexion de retour sur soi-même, et que c'est les idées actuelles qui arrivent, où il y a, le sujet d'avant, c'était par rapport à l'REI 3, etc. Donc il y a de plus en plus de pertes ou de charges qui arrivent dans les différentes communes, et je pense que c'est vraiment pas l'idée de se dire je vais sortir de la région de Lyon pour économiser financièrement. Les communes, on gagne tellement plus d'être membre de la région et de vraiment défendre cette région-là, que ce soit dans tout autre domaine ou même au niveau de ce que les communes regagnent, que ce soit au niveau mobilité, que ce soit au niveau culture, que ce soit au niveau information, au niveau déplacement, de tout. La région de Nyon, justement, on en parle, elle doit faire face à de nombreuses successions de démissions. Dernière en date, celle de François Roch, syndic de Perrois, qui quitte le comité de direction de la région de Nyon. Gérald Créteny, le président du Que Dire, réagit au micro de Rodolphe Henner. François est rentré en 2016, mais en réalité, il a travaillé de manière déjà acharnée depuis 2015, sans faire erreur, ou 2014, avec la commission qui a fondé le DISREN. Et en 2016, quand il a repris ce département, il s'est vraiment senti investi de cette force pour pouvoir ramener le DISREN. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a en 2017 réussi à passer les préavis du DISREN, c'est tout simplement parce qu'il était là, parce qu'il a réussi finalement à mener ce combat. On regrette qu'il ait pris cette décision. Je pense que là maintenant les choses sont déjà construites. La base est là, donc je dirais qu'on peut continuer sur le chemin qu'il a tracé. Plusieurs démissions, donc Damien Richard, est-ce que vous estimez qu'il y a un problème tout simplement au sein du Conseil régional? Un problème, je pense pas. Je pense que c'est vraiment les aléas de la vie de chacun. On ne peut pas tout planifier dans notre vie. Je pense que les différentes démissions qui ont eu lieu, elles ont aussi eu des liens par rapport à la vie personnelle de chacun, où là on ne peut pas tout planifier en fait. En termes de communication, le nouvel emblème du chamois fait beaucoup parler. Damien Richard, qu'est-ce que vous en pensez de cet emblème? Alors moi je pense que c'est quelque chose que je peux très bien accepter, vivre avec, ça ne me pose aucun problème. J'ai entendu des polémiques sur un chamois, ça représente toute la région ou pas. Moi, je parle de l'idée que oui, complètement. Je parle de l'idée que tout endroit dans le district où on est, on voit forcément la Dôle, que ce soit les chamois qui sont là-bas. Et j'ai même appris que le chamois se déplace aussi dans tout le district, soit fait par le garde-faune qui l'a aussi annoncé, que c'était demandé. Et effectivement, on peut trouver le chamois, même au bord du lac. Peut-être pas à une terrasse comme ça a été dit, ça je pense pas. Mais on peut le voir dans différents endroits où la nature a encore de la place. Damien Richard, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Le chamois, justement, un sujet qui vous a bien fait rire sur notre page Facebook Nyon Région Télévision. Comme vous le savez, le Conseil régional a revu entièrement sa communication. Il ne s'appelle plus Région Nyon, mais Région de Nyon et arbore désormais un chamois comme emblème. Les élus du Conseil intercommunal du district commentent cet emblème au micro de Rodolphe Henner. Corps trapu, drôle de petite corne noire. Qu'est-ce que vient faire ce chamois au milieu de la communication du Conseil régional? Oui, effectivement, on a été quelques-uns à être très étonnés en découvrant ce nouveau logo. Le chamois est très sympathique, bien entendu, mais il nous semble qu'il n'est pas représentatif de toutes les communes du district, notamment des communes du bord du lac. Le chamois est un animal qui se meut, qui part du haut, qui va jusqu'en bas, et puis peut-être simplement qu'en bas il se cache un petit peu. Corps trapu, drôle de petite corne noire. J'ai entendu une représentante du CODIR dire qu'on voyait des chamois au bord du lac. Moi je peux dire que je n'en ai jamais vu, j'y habite depuis longtemps. Je n'en ai jamais vu à la buvette de Tannay. Effectivement, c'est un peu surprenant d'avoir un chamois qui représente la région, mais c'est malgré tout aussi un petit peu notre patrimoine, avec évidemment la Dôle, qui est aussi significative de notre région. C'est le chamois qui est de sortie au petit matin. Formidable, j'en ai jamais vu au bord du lac, ni ailleurs, à part sur quelques cimes. En tout cas, on a fait au moins 2 autres logos précédemment qui étaient fort bien, et celui-là, c'est vraiment le plus loupé. Mais comment il a pu passer alors?
Ah, ça, je sais pas. Ça, ils avaient peut-être bu un bon coup de blanc, je sais pas. Vous voulez me faire porter des cornes, si je comprends bien. L'animal totem de la région, c'est donc un chamois. Ça vous évoque quoi? La région. Et pourquoi pas un chamois? Vous l'avez déjà adopté? Ah oui, j'en ai plein de jardins. Sérieusement? Sérieux? D'accord. Il n'y aura pas... À la maison, je les vois à distance. Okay. Vous faites donc partie du lobby qui a poussé pour que ce soit un chamois? J'ai soutenu mes collègues. Les chamois ont une bonne vue. Et on est évidemment d'une région qui est tellement diversifiée, où on a le lac, la montagne, la plaine. C'est évidemment certainement pas facile pour la section communication de trouver le logo qui réunit tout le monde. C'est un peu surprenant, certes, mais on s'y fera. Et finalement, parfois les choses les plus insolites, elles sont finalement celles qu'on retient le mieux. Quand on nous dit que le chamois, c'est pas un animal qui ne représente pas les communes du bas, je ne pense pas que le poisson représente les communes du haut. C'est vrai qu'on voit plutôt des castors et des biches et des renards, mais des chamois, pas très souvent. C'est plutôt une représentation des communes du haut, c'est du moins l'impression que donne ce logo. Et voilà, ça fait beaucoup parler et pas toujours tout le monde est en accord avec ce logo. Alors, je sais que le syndic de Tannay m'avait dit qu'il n'en avait pas vu au bord du lac. Moi, je dois dire qu'il a la chance d'habiter à côté d'une forêt. J'ai vu quelques biches. Maintenant, je ne pourrais pas jurer que j'ai vu un chamois. C'est bien ça le souci. Mais ce n'est pas un souci, parce qu'on doit trouver un emblème. Et je dois me montrer solidaire par rapport aux décisions qui ont été prises par mon codir. Il a été mis sur toutes les documentations. On ne va pas revenir en arrière maintenant. Non, c'est un animal extraordinaire. Qui va jusqu'au bord du lac? Absolument. Comme une goutte d'eau, quoi, comme une rivière. Ah mais oui, mais il faut avoir un petit peu de poésie quand même. Il fallait faire une rivière alors. Le chamois. Mais il est gentil le chamois. Mais il est où? Il est à l'ado, la cuve à l'eau et regarde tout le district. À bientôt. Et voilà, avis aux amateurs mais surtout aux porte-monnaies blindés. Rolls-Royce, la prestigieuse marque britannique, vient d'ouvrir une succursale à Nyon en ville. Les premiers modèles y sont vendus à partir de 300 000 francs. Rodolphe Henner vous emmène dans ce temple luxueux. Vous habitez la région lémanique, vous aimez les belles voitures et l'argent n'est pas un souci pour vous. Bienvenue chez Rolls-Royce Motorcar Geneva. Une toute nouvelle succursale genevoise pourtant implantée à la route de Saint-Sergue de Nyon. Écoutez, donc c'est plutôt au niveau international, puisque nous sommes responsables pour toute la région de Suisse romande. Donc nous sommes implantés à Nyon de façon stratégique, de pouvoir être plus proche aussi de notre clientèle qui est à Lausanne, Montreux, etc. Et nous sommes juste à 15 minutes de l'aéroport de Genève. La Genève internationale, donc pour une clientèle, elle aussi, internationale. Nous avons une clientèle qui est extrêmement variée, qui est du monde entier, mais qui ont d'habitude une résidence ou une seconde résidence, disons, en Suisse romande. Mais pour s'offrir l'un de ces modèles prestigieux, comptez en moyenne 300 000 francs et parfois bien davantage. Il s'agit du modèle Rolls-Royce Nebula. Elles ne sont que 3 dans le monde. Celle qui est derrière moi, le seul modèle en Europe, son prix est de 500 000 francs. Et si vraiment vous deviez ne pas avoir l'argent en liquide, essayez tout de même le leasing. Nos voitures sont possibles d'avoir un leasing. Nous avons même une succursale qui s'appelle Rolls-Royce Motorcars Financial Services qui permet de financer toutes les voitures, que ce soit d'occasion ou neuve. Un leasing soit, mais il vous faudra aussi compter sur le coût annuel d'un chauffeur. Car non, ces voitures ne sont pas pensées pour être garées n'importe où en ville. Amazon, moderne style que le sculpteur, en anglais, surnomma Spirit of Ecstasy. Et vous aurez bien entendu reconnu Serge Gainsbourg dans ses dernières notes musicales. Merci à Rodolphe pour ce petit clin d'œil culturel. Dernier épisode de notre série consacrée au métier du bloc opératoire à l'hôpital de Nyon. Cette fois-ci, Florian Cavalieri s'intéresse au métier de l'aide en salle. Voilà encore un professionnel dont la spécialité ne se retrouve qu'au bloc opératoire. L'assistant technique en salle d'opération, dit aide de salle, s'occupe de l'entretien et de la préparation des salles d'opération, ainsi que des appareils électroniques. J'accueille les patients qui arrivent au bloc opératoire. J'essaie de détendre une atmosphère. Je conduis les patients en salle. Je m'occupe de l'installation.
du patient. Déjà avancé là, le matin quand j'arrive, je fais l'ouverture de la salle. Checklist, que tout ce qui est en salle, appareillage, fonctionne. Il fait le lien entre le champ stérile et le reste de la salle. Continuellement aux aguets, il a un œil tant sur les opérateurs que sur les appareils nécessaires à la chirurgie. J'aide l'instrumentiste à monter les tables et assister à l'intervention. Donc comme c'est fait le cas tout à l'heure, donner s'il y a nécessité quelque chose. C'est un peu ça. À la fin de l'intervention, accompagner le patient en salle de réveil. Il participe aussi activement à la vie du bloc pendant l'intervention, par exemple en effectuant avec l'instrumentiste le décompte du matériel et des compresses utilisées. Le compte des compresses, certaines personnes disent que non, voilà, ça ne vaut pas la peine, mais c'est très important. Donc chaque chose qu'on fait a toujours une importance en fait. C'est un milieu spécifique, donc il faut être aussi au top, en fait, raison pour laquelle voilà, on nous appelle, entre guillemets, les professionnels de la santé. Au centre de cette activité technique, il y a l'humain. Ce métier exige donc de posséder, entre autres, une qualité essentielle, l'empathie. Les patients arrivent, on sait qu'il est malade, on va l'opérer, donc c'est de contribuer, de participer au fait, à ces processus de guérison d'un patient. Donc voilà, ces côtés-là, je dirais l'humanisme-là, c'est ça, en fait, moi je dirais, et puis le reste, on apprend. Aide de salle est un métier qui recrute. Une formation qui débute par un stage fortement recommandé, voire obligatoire de quelques semaines, au bloc opératoire. Quand je suis arrivé, je vis des collègues faire ça. Ouais, ça m'a motivé, au fait, quoi. Ça m'a encouragé aussi. Je me suis renseigné. Après, j'ai demandé 3 semaines pour faire un stage, de voir vraiment, voilà, et puis voilà, ça m'a plu, quoi. Voilà, j'y suis resté là et puis j'ai demandé au fait de me faire former, en fait. Et lorsque le calme est revenu, que tout est à nouveau silencieux, l'aide de salle prépare à nouveau le bloc pour une prochaine intervention. La prochaine série consacrée sur Nyon Région Télévision sera consacrée aux vendanges. D'ici là, retour sur la des Alpes de Saint-Cergue qui a eu lieu ce week-end. Comme chaque année, les bergers et les troupeaux ont traversé le village pour emmener les animaux en plaine où ils pourront passer l'hiver au chaud. NRTV vous propose de revivre les meilleurs moments de cette 31e édition en compagnie de Joël Brunner. Nous sommes ici à la des Alpes 2018, à Saint-Cergue, une des Alpes qui rencontre un franc succès. Il y a du monde, il fait beau. Qu'est-ce que c'est que la des Alpes ? La des Alpes, c'est donc, vous avez tous les paysans qui sont en plaine, amènent leurs vaches au mois de mai et ils pâturent sur les alpages de Saint-Cergue et environ. Ils sont là en principe jusqu'à fin septembre, ça dépend toujours un peu l'herbe aussi. Et ils vont retourner dans leur quartier d'hiver, en bas, dans leur ferme, et puis pendant tout l'hiver, ils seront là-bas. Et puis voilà, ils passent l'hiver au chaud. Voilà, et ils passent justement par Saint-Cergue, le passage par la ville, c'est pour ça que tout le monde ici est réuni. Exactement, on a réussi à les faire travailler ensemble, donc ils descendent tous aujourd'hui, en tout cas je dirais les 3/4 des paysans descendent aujourd'hui pour ce magnifique spectacle, pour l'offrir au public, les gens de la ville, les gens des environs, des étrangers, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette des Alpes ? L'ambiance, le monde, le spectacle, la des Alpes et tout ça, les vaches et tout, les corbeilles, tout, je trouve que c'est superbe. Première fois que je viens, mais vraiment, je suis émerveillé, quoi. J'adore la vache et la fleur et la culture. On passe un très bon moment, c'est excellent, une très belle journée, on mange bien et la fête est très belle. J'ai bien aimé regarder les chiens. Et puis les vaches. J'aime bien aller voir les vaches passer, j'aime bien le corps des Alpes aussi. C'est inhabituel, les moutons, il n'y avait jamais eu ça jusqu'à maintenant.
C'est la 8e fois que j'y viens justement, mais je me rappelle pas de chaque fois vu que j'avais 2 ans quand la première fois que je suis venue. Bon, c'est une très belle fête, c'est moi qui viens de la région nantaise, je découvre. Hein, je suis dans la famille actuellement et puis on profite. C'est très agréable, ça nous rapproche un petit peu de la nature surtout et c'est très très sympa. Et arrivent les piles dessous. Les piles dessous, comité suivant, propriétaire de l'Alphas également. La des Alpes, c'est toujours un moment particulier. Magnifique, ça vaut la peine de la vivre. Ouais, c'est toujours la fête, c'est la fête de l'alpage, c'est la fête des bergers qui ont travaillé dur tout l'été. Ils sont bien récompensés, je pense, ici avec tous ces gens qui les applaudissent. La des Alpes, c'est un peu votre fête à vous. Je comprends en fait rien. Ça fait trop de bruit. J'ai des repas excellents. La des Alpes, c'est un peu votre fête à vous. C'est notre fête à nous, tout à fait. Vous avez travaillé dur. Grand honneur. Bonne fête. C'est quelque chose que l'on attend d'année en année. La des Alpes, qu'est-ce que ça représente pour le village, pour le syndic? C'est l'occasion de célébrer les traditions suisses. Tout à fait, c'est un bon clin d'œil à notre terroir, à nos traditions. Et nous en avons besoin de nous réfugier dans nos traditions. Et en même temps, c'est l'événement majeur de la commune de Saint-Sergue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine à tous.